Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 67e émission de Et si on parlait de sport. Nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semper Connect et LG Consultant qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Et oui, bonjour Pauline, et pour cette 67e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Dubois, qui est président du Toulouse Olympique 13, Gérard Barthes-Montméjean, vice-président du Toulouse Blagnac Hockey en charge des relations institutionnelles, et Eddy Martin, entraîneur de la division 2 du Toulouse Blagnac Hockey. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Et donc dans ce sommaire de l'émission, nous allons parler de hockey sur glace et aller à la rencontre du Toulouse Blagnac Hockey Club, les Belugas. Sport collectif de vitesse et de contact, le hockey sur glace se joue sur une patinoire. 2 équipes de 6 joueurs composées de 5 patineurs et d'un gardien de but qui s'affrontent en envoyant un palet dans le filet adverse à l'aide de crosses. C'est un sport particulièrement rapide et physique avec des changements de joueurs fréquents pour maintenir une intensité élevée tout au long des 3 périodes de 20 minutes que compte un match. Sport mondialement pratiqué, c'est aussi une discipline phare des Jeux Olympiques d'hiver. Et en deuxième mi-temps, après le rugby à 7, le rugby à 15 et en fauteuil, nous allons donner la parole au rugby à 13, aussi appelé Rugby League, sport de contact dérivé du rugby à 15, né en Angleterre à la fin du 19e siècle. Nous recevrons Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13. La principale différence entre le rugby à 15 réside dans le fait que chaque équipe dispose de 6 tentatives ou tenues pour progresser vers la ligne adverse avant de rendre la balle. Le rugby à 13 est surtout populaire en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Mais tout ça, notre invité vous l'expliquera. Mais avant, le coup d'envoi de cette 67e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et oui, dans cet avant-match, les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline. Oui, on va débuter avec le triathlon et les championnats d'Europe où les Français, Léonie Perriot et Yannis Seguin, se sont parés d'argent samedi au championnat d'Europe de triathlon à Vichy. Et en paratriathlon, moins d'1 mois après son 2e sacre paralympique, Alexis Anquincan a décroché un 7e titre européen de paratriathlon dimanche à Vichy. Également en or à Paris, Jules Ripstein s'est lui aussi imposé devant le public français, tout comme Cécile Saboureau. Et concernant l'Ironman de Nice, la Française Marjolaine Pierry a terminé à une très belle 4e place à Nice lors des championnats du monde féminin d'Ironman. Et on va passer au tennis avec la Laver Cup, qui est une compétition entre l'Europe et une équipe du reste du monde. Et grâce à la victoire de Carlos Alcaraz sur Tyler Fritz, 6-2, 7-5, l'équipe Europe a remporté la Laver Cup dimanche à Berlin, retrouvant le succès dans la compétition après 2 défaites en 2022 et 2023. Il y avait aussi un challenger de Saint-Tropez, où Lucas Pouille a réalisé une belle semaine. Il n'a pas pu décrocher le titre, mais le Français s'est incliné en finale face au Néerlandais Gijs Brouwers sur le score de 6-4, 7-6. Malgré cette défaite, il engrange les points importants pour améliorer son classement ATP. Quelques mots de canoë-kayak avec la Coupe du Monde de la Seu en Espagne. Le Français Anatole Delassus a remporté vendredi le classement de la Coupe du Monde de kayak après avoir terminé 6e de la dernière épreuve. Et le vice-champion olympique de Paris 2024, Titouan Castrik, a fini seulement 5e de la finale. La vice-championne olympique de kayak cross, elle, Angèle Hug, a pris la 3e place de l'étape de Coupe du Monde dimanche pour la dernière manche de la saison. On passe au cyclisme sur route, c'est reparti pour les vélos avec le championnat du monde à Zurich en Suisse contre la montre. Remco Evenepoel, champion du monde en titre, a réalisé le doublé dimanche. Le Belge a devancé les Italiens Filippo Ganna et Edoardo Affini. Bruno Armirail, premier français, termine 11e à 2 minutes 04 secondes, juste devant Primo Roglic. Chez les femmes, l'Australienne Grace Brown, après avoir remporté l'or olympique en contre-la-montre, elle a décroché dimanche son premier titre de championne du monde en devançant Demi Vollering et Chloé Digert. Il y avait aussi du paracyclisme avec la Britannique Sarah Storey, multiple championne paralympique, qui a de nouveau empêché Heidi Gauguin de décrocher l'or en remportant le contre-la-montre C5. La Française termine, elle, à la 2e place en catégorie C4. Catel Alençon s'adjuge la médaille de bronze. La France a été couronnée championne du monde de relais mixte en handbike samedi à Zurich grâce à la performance de Florian Joigny, Johan Keil et Joseph Fritsch. Il y avait aussi le Tour de Luxembourg avec David Gogu
Godu, coureur du Groupama FDJ et en grande forme depuis la Vuelta. Il a remporté dimanche l'ultime étape du Tour de Luxembourg. L'Italien Antonio Tiberi s'est adjugé la victoire finale du Tour. Passons au cyclisme BMX Freestyle avec le championnat d'Europe. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, Anthony Jean-Jean a décroché samedi dernier la 2e place au championnat d'Europe de BMX Freestyle Park derrière le Britannique Darren Reilly. Handball maintenant avec la Licky Moly Star League, la 3e journée. Montpellier reste invaincu après ses 3 journées de championnat. Samedi, le club héroltais a repris le dessus sur Limoges, 32-26. Et de son côté, Toulouse a battu Nantes sur le score de 35-29. Et en football, parlons de la 5e journée de Ligue 1 où Montpellier a obtenu sa première victoire en Ligue 1 contre Auxerre, 3-2, et Brest a décroché un succès important samedi face à Toulouse, 2-0. Alors, en futsal, on est en pleine période de Coupe du Monde et l'équipe de France de futsal a été facilement battue par l'Iran, 4-1, 4e nation mondiale quand même. Les Bleus, affronteront la Thaïlande en 8e de finale. Et en rugby à 13, parlons de la Super League. Non qualifiée pour les playoffs cette saison, les Dragons catalans ont sauvé l'honneur en s'imposant sur la pelouse de Hull FC avec une prestation solide, 24-4. Et en Rugby League, Betfred Championship au DCBL Stadium en Angleterre. Avant-dernière journée, le Toulouse Olympique 13 s'est imposé sur la pelouse des Widnes Vikings sur le score de 12-18. Et on en parle dans quelques instants avec nos invités justement du rugby à 13. On va passer maintenant du rugby 15 avec le top 14, 3e journée. Toulouse qui enregistre un 3e succès en s'imposant sur la pelouse de Montpellier, 20-11. L'USAP de son côté subit une nouvelle défaite malgré un bon départ, tandis que Castres a haussé son niveau de jeu en 2e mi-temps pour s'imposer sur le gong avec le bonus offensif, 27-12. En Pro D2, Montauban a remporté son match contre Biarritz sur le score 29-26. Colomiers a également gagné, privant Valence Romance du bonus défensif avec une victoire sur le fil 24-17. Béziers a signé une grande victoire avec bonus offensif contre Provence Rugby en s'imposant 39-20. Et en moto Superbike, les championnats du monde à Crémone, en Italie, l'Italien Danilo Petrucci a remporté samedi sa première course en championnat du monde Superbike. Après avoir connu le MotoGP, le Moto America et le Dakar, il devient le premier pilote à réaliser un tel exploit. Oui, on passe du Superbike au MotoGP avec un beau Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est Enea Bastianini qui a remporté dimanche le Grand Prix en dépassant Jorge Martin dans le dernier tour. C'était superbe. Francesco Bagnaia, lui, malheureusement, a abandonné suite à une chute. Et pour conclure ces résultats de la semaine, parlons d'auto et de Formule 1 avec le Grand Prix de Singapour où Lando Norris sur McLaren a triomphé dimanche à Singapour, terminant 20 secondes devant Max Verstappen sur Red Bull et réduisant ainsi son retard de 52 points au championnat du monde. Oscar Piastri sur McLaren complète le podium. Merci pour ces résultats et place maintenant à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec Gérard Barthes et Eddy Martin. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, et nous sommes ravis d'accueillir Gérard Barthes, vice-président du Toulouse Blagnac Hockey, en charge des relations institutionnelles. Absolument. Merci Gérard. Et Eddy Martin, qui lui est coach, ou entraîneur on va dire, de l'équipe 2, la division 2 de Toulouse Blagnac Hockey, c'est ça ? Ouais, exactement. Eh ben bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, justement pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter l'un et l'autre ? Alors je ne sais pas, vice-président, allez, allez, on va le faire dans le sens hiérarchique. Si on veut. Bon, moi je suis retraité, donc j'ai un peu de temps à consacrer pour le sport. Oui, mais c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Non, ça fait 45 ans que voilà, je suis dans le je crois qu'il faut aussi oser le dire. Oui, ça fait 45 ans pas que la je suis retraite. licencié à la Fédé. Et donc, après une carrière en informatique, où j'étais responsable informatique, j'ai côté associatif, j'ai occupé du hockey depuis 1978 à peu près. C'était hier, quoi. Ouais. C'était hier. Ah, très bien. Donc, tu t'es occupé et après, tu es passé, tu as été président, je crois, du club pendant un Alors, temps. j'étais président du club pendant 18 ans, président de ligue pendant 15 ans, et maintenant, je suis un petit peu à la fédération. Je m'occupe spécialement des terrains sportifs. Donc, normalement, la promotion des patinoires, leur homologation, et j'espère très bientôt leur construction. Eh ben, Parce que ce sont des terrains qui manquent, quoi. Les patinoires, il y en a une centaine en France, et ça, c'est un petit problème pour notre sport. On va parler de tout ça bientôt. Eddy, alors ? Ben voilà, moi je suis Eddy Martin, je suis l'entraîneur de la division 2 au TBHC à Toulouse Blagnac Hockey Club. Moi je suis arrivé en France à 21 ans, il y a en 2009-2010. Je me disais bien, il y a un petit accent. Un petit accent, qui nous vient de quelque part. Là. J'ai traversé l'Atlantique pour venir jouer en tant que joueur et puis j'ai fait ma petite carrière et puis à Toulouse, je suis arrivé il y a déjà 10 ans et puis ça a été une ville de cœur, un club où j'ai bien aimé, puis je suis entraîneur joueur depuis 10 ans à Toulouse et entraîneur depuis 8 ans. Eh ben merci. Alors,
on parlait juste à l'instant de ça. La première question, c'est comment sont structurées les compétitions de hockey en France ? C'est une question qu'on a le droit de se poser, et notamment les fameuses divisions championnats, parce que je me dis que souvent on aperçoit, mais c'est un peu flou dans la tête des gens. On sait qu'il y a Rouen vaguement, mais ça manque un petit peu peut-être d'explications. Alors, au niveau des championnats, il y a un championnat pro. C'est la Ligue Magnus. La fameuse Ligue Magnus. Dans laquelle, effectivement, il y a Rouen, Grenoble, Bordeaux, Anglet, enfin, une quinzaine d'équipes. Après, il y a des championnats nationaux, Division 1, Division 2, Division 3. Nous, on évolue en Division 2. On a fait quelques brefs passages en Division 1, mais aujourd'hui, le club n'a pas la structure et pas les finances, surtout les finances. La structure, il commence à l'avoir. C'est pas parce qu'il fait trop chaud à Toulouse et que la glace fond, non, ça n'a rien à voir, non ? Ça n'a rien à voir, mais on a beaucoup de concurrence entre les... Oui. Et puis il y a beaucoup de sports à faire vivre, donc bon. Et puis on n'a pas de grandes patinoires non plus. Hein. Honnêtement, les clubs qui évoluent en Magnus, aujourd'hui, ils évoluent avec des patinoires de 5000, 6000 places. Nous, la plus grande, c'est Blagnac. Il y a 1200 places assises. Elle a maintenant quand même plus de 30 ans, donc c'est une patinoire vieillissante. Et bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je crois que l'histoire du club, il y a une histoire de patinoire au niveau de l'histoire du club. On en reparlera, quand tu nous parleras de l'histoire tout à l'heure. Absolument. Alors, tu dis championnat, comment ça marche les montées-descentes rapidement comme ça ? Tu me dis championnat en Division 2 ? Division 2, bon, on dispute une première phase de championnat et en fonction du classement, on fait les playoffs ou les playdowns. D'accord. Si on fait les playoffs, on est éliminé il y a une élimination directe à chaque tour, un match aller-retour. Alors c'est au meilleur des 3 au hockey. Hein. Et sur les matchs de finale, c'est au meilleur des 5. Et si vous êtes qualifié, vous accédez à la division supérieure. Magnus, c'est autre chose. C'est sur présentation de dossier parce que là, il y a quand même, on franchit une étape très importante entre la structure pro et la structure amateur que sont des 1, des 2, des 3. Il ne faut pas occulter non plus, pour la première année, nous, on a une équipe féminine. Oui. Donc, elle est inscrite en championnat élite féminin et on va voir ce que ça va donner. On va en reparler tout à l'heure parce que j'ai prévu la question sur les femmes tout à l'heure. C'est très très bien. Alors, comment est organisé finalement le hockey sur glace en Occitanie ? Alors, en Occitanie, il y a une équipe de D1. Non, même plus. Il n'y a que 2 équipes de D2, Montpellier et Toulouse. Après, les autres clubs, c'est Castres, Nîmes, Font-Romeu et Narbonne. Et voilà. Ils sont à quel niveau ces équipes-là ? Alors, Nîmes, D3. Narbonne n'a pas de patinoire homologuée, donc ils ne peuvent pas s'inscrire en championnat de France. Cotterêts, c'est une toute petite patinoire, ça ressemble un peu à Bellevue, donc ça doit faire 20 mètres par 30. Donc là non plus, il n'y a pas de club. Et Font-Romeu, c'est compliqué pour eux, parce que là, la patinoire va fermer pour des travaux et réouvrira qu'en 2026. Et Castres devrait réouvrir cette saison après 2 ans d'interruption. Donc Castres repart complètement à nu, il faut tout reconstruire. Donc d'ailleurs, on a rencontré plusieurs fois les dirigeants de Castres, je crois qu'on va travailler main dans la main pour les aider à redémarrer le club. Bon, il faut souhaiter que ça fonctionne pour avoir effectivement, pour mieux parler du hockey sur glace. Alors, le TBH, ça a une longue histoire dans le hockey sur glace français parce que j'ai lu un peu l'historique. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des moments clés, de ces succès marquants ? Parce qu'il y a quand même une histoire. Si j'ai vu quand même que ce club, il existe depuis 1967. Oui, c'est il y a quelques années quand même. Oui, c'est vrai. Je l'ai connu 11 ans après. Et donc, c'est un Toulousain, effectivement, qui, lors de la construction de la patinoire Bellevue, a dit qu'il voulait faire du hockey sur glace une fois qu'il a su patiner. Donc, comme la patinoire était trop petite et qu'il y avait une patinoire aux normes à Font-Romeu déjà, ils se sont associés avec Font-Romeu. Donc, je pense qu'à l'époque, il fallait quand même en vouloir vraiment faire du hockey parce qu'ils montaient faire un entraînement par semaine à Font-Romeu et après, ils faisaient tous les matchs là-haut. Il n'était pas question de les faire à Toulouse. Et puis, un petit peu plus tard, en 74, il y a eu la fraternité. Donc, la fraternité est arrivée. Au départ, c'était une patinoire en plein air. Puis après, c'est devenu une patinoire couverte. Et là, ils se sont séparés de Font-Romeu et on est devenu une section du Stade Toulousain. Parce que le Stade Toulousain a une section hockey sur glace. Et quand je suis devenu président, j'étais président de la section hockey sur glace du Stade Toulousain. Et en 89, la ville de Blagnac a fait une patinoire. Une très belle patinoire à l'époque. Et on est devenu le Toulouse-Blagnac Hockey Club à ce moment-là. D'accord. Donc vous êtes basé sur Blagnac, quoi. Voilà. Et le stade nous a autorisé à rester en rouge et noir, puisqu'on aimait beaucoup ces couleurs. Et ils nous ont dit si les maillots, vous pouvez les garder. Bon, c'est super. Ça permet de... Alors... On va parler un peu plus de sport, je vais me tourner un peu plus vers Eddy. Et quels ont été les moments forts de la saison, tant pour l'équipe première que pour les autres du club ? Comment ça s'est passé la saison qui se termine ? Alors, vous êtes comme les saisons football ou pas, ou rugby ? Non, là présentement on est dans le camp d'entraînement qu'on appelle la reprise. On va débuter le championnat début octobre, le premier week-end d'octobre. Il y a la Coupe de France qu'on joue contre Clermont-Ferrand le dernier week-end de septembre. Mais en général, les saisons d'hockey sur glace en Division 2 commencent début octobre et vont se finir
fin février. Après, il y a la phase play-off, comme Gérald disait, qui devrait finir début avril si on va en finale. L'an dernier, la saison s'est bien terminée correctement. Malheureusement, on a perdu au premier tour des playoffs. Ça a été une année un peu difficile. Depuis 2-3 ans au TBHC, on subit beaucoup de blessures. On a beaucoup de blessures de longue date en plus, de longue durée pour certains joueurs. Et c'est vrai que parfois ça peut faire mal. On n'a que 18 matchs et quand tu as des joueurs qui sortent pour 3-4 mois, c'est un peu difficile. Mais en général, il y a une chose qui est bien. On avait beaucoup de jeunes aussi depuis 2-3 ans au club. Et cette année, on a la chance d'avoir 11 joueurs qui ont joué dans notre mineur et qui font partie de l'effectif senior des deux. Donc ça, c'est une fierté, honnêtement, pour en avoir coaché certains aussi quand ils étaient jeunes. Je pense qu'en Division 2 et même en Division 1, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont 11 joueurs issus du cru, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et puis ça vient aussi avec l'état d'esprit de vouloir donner du temps de jeu et de former. Parfois, il faut être patient. Et les 2-3 dernières années ont été preuve de patience, de former les jeunes. Et des fois, les résultats viennent un peu moins. Mais je pense que l'avenir est très prometteur, comme je dis, en ayant 11 joueurs, dont 5-6 jeunes de 21, 22, 23 ans. Donc je pense que l'avenir est quand même pas mal. Une équipe de hockey, ça représente combien de joueurs, tout compris, c'est-à-dire sur le terrain, mais en réserve? Il faut combien pour faire une vraie saison parce que c'est pas tous des professionnels, j'imagine. Donc, non, pas en Division 2. Voilà, ils ont un peu de budget quand même. Ils reçoivent un petit quelque chose quand même. Ils sont pas des purs amateurs. Hein, on peut pas le dire. Bon, alors. Non, mais on sait bien, même en football, quand dans plein de sports, il y a quand même ce qu'on appelle des dédommagements quand même. Ouais, voilà, des primes dommages. On va l'appeler comme ça. Voilà. On appelle, mais je pense que c'est. Je ne parlais pas de sous de table, c'est pas ce que je sous-entendais et dit. Ne nous méprenons pas sur mes paroles. Je voulais bien parler, parce que c'est vrai que quand on fait un sport comme ça, qui est quand même très prenant, qui est physiquement, il faut tenir le choc. Ouais. Combien de matchs il y a par mois en fait? Un match par semaine? C'est un match par semaine, oui. Donc 4. Des fois avec la Coupe de France, si on fait après le premier tour, on peut en jouer 5 dans le mois parce qu'on va jouer le mardi à ce moment-là. Mais en général, c'est 18 matchs la saison, un match par week-end. Et puis sur la feuille de match, pour répondre à votre première question, c'est 20 joueurs, dont 2 gardiens. Donc 18 joueurs de champ et 2 gardiens. Par la suite, selon les équipes et selon les années, bien sûr, on va être entre 20 à 24 joueurs. Entre 3 à 4 joueurs qui participent pas au match. Mais c'est important parce que, comme vous avez dit, c'est un peu comme le rugby. Je veux dire, c'est un sport qui est physique. Les blessures, c'est choses qui arrivent souvent quand même, malheureusement. Donc, c'est bien d'avoir de la profondeur, comme on dit, en tant qu'entraîneur. Et puis, parce que c'est arrivé quelques années où, malheureusement, on faisait des matchs à 12 joueurs, quoi. Mais ça, des fois, on peut pas le prédire non plus. Donc, c'est comme le rugby. Il faut plus de joueurs pour prévenir. Ouais. Alors, il y a l'équipe, on va dire, première. Et puis, en dessous, combien il y a d'équipes? Comment ça se passe? Le plus petit, il démarre à quel âge? En fait, là, cette année, on a une équipe en Division 3. Donc, on a l'équipe première en Division 2. On a une équipe en Division 3. On n'a pas du 20 cette année. C'est une des raisons pour qu'on a fait la D3, pour continuer aux jeunes joueurs de pouvoir intégrer un championnat et continuer à progresser. Et puis, pour l'école de glace commence très jeune, à 4 ans en fait. Le hockey sur glace. Tu appelles ça l'école de glace? L'école de glace. C'est sympa ça. Exactement. Mais il faut commencer très jeune. C'est normal pour les enfants. Tu dis école de glace, ils vont tous venir en fait. Ah ben là, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc on commence à 4 ans, mais c'est un sport qu'il faut commencer jeune. C'est pas comme peut-être le rugby ou quelque chose où on peut se permettre des fois de commencer à 15-16 ans. Le hockey sur glace, il y a beaucoup de trucs à maîtriser, quoi. Le patin, le maniement, etc. Donc, il faut pas se casser la figure, il faut tenir sur les jambes quand même. Tout d'abord, il faut savoir patiner, c'est le premier. C'est la première des choses. Alors, on va revenir un petit peu au vice-président. Quels sont finalement les grands projets? Parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté, on sent la passion dans ce que tu dis, Eddie. Quels sont, en termes d'infrastructure, de recrutement, de développement de jeunes, tout ça, c'est le projet, j'imagine. Oui. C'est quoi l'avenir? Parce qu'il y a effectivement l'histoire de la construction j'ai bien compris, la patinoire, on peut le dire. Oui. Et puis, on va le dire tout fort, il faut les aider à construire une patinoire. Avec, allons-y, 5000 places. Oui, 5-6 000, c'est bien, comme à Marseille, comme à Angers, comme à Cergy. S'il y a des investisseurs et des patineurs, des gens
gens qui aiment le patin, et qui n'hésitent pas. Surtout qu'aujourd'hui, on fait des patinoires qui sont éco-responsables. Donc ça aussi, ça évolue beaucoup. Bon, alors voilà, donc il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Alors, c'est quoi les grands projets finalement, à part cette patinoire, mais c'est vrai que c'est important. C'est développer les effectifs du club déjà. Aujourd'hui, on est dans le top 10 des clubs français, ce qui est pas mal. On est, je crois, 8e cette saison. On a été labellisé. Donc aujourd'hui, les dossiers de labellisation sont quand même relativement complexes et bien denses. Donc ça prouve que le club a mis en place une structure avec des entraîneurs diplômés, salariés du club à plein temps. Eddy s'occupe du senior, mais on en a 2 autres qui s'occupent uniquement des jeunes. Après, il faut qu'on développe l'école de hockey. C'est indispensable. Les 4 à 11 ans. Bon, au-dessus de 11 ans, aujourd'hui, on n'a pas une structure qui permet vraiment de les faire venir. Parce qu'apprendre, s'ils ne savent pas patiner, c'est compliqué. Au-delà de 11 ans, d'apprendre le patin, plus le maniement, plus la technique de jeu. Ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses à assimiler en très peu de temps. Surtout qu'à partir de 11 ans, ils rentrent directement sur des championnats. Alors que sur l'école de hockey, ils ont largement le temps d'apprendre. Il y a des plateaux qui sont organisés pour qu'ils puissent prendre beaucoup de plaisir dans leur sport. Oui, ça, après, il faut qu'on développe les féminines. Un des objectifs de la fédération, c'est qu'on ait au moins 6 filles dans chaque équipe. Nous, actuellement, on a 2 équipes par catégorie, ce qui est déjà pas mal. Donc, il faudrait qu'on ait en moyenne 12 filles par catégorie. Bon, on n'y est pas encore, mais on est à la moitié. On est à 3, plus l'équipe féminine qu'on a engagée. Et puis, une des perspectives, moi, que je me suis fixé pour dans 2 ans, c'est d'avoir une équipe de para-hockey. Parce qu'on en parle peu, c'est complexe, parce qu'il faut faire ça sur des luges. Mais au basket, ils le font sur des fauteuils. Au rugby, ils le font sur des fauteuils. Je vois pas pourquoi, on n'aurait pas à Toulouse une équipe de para-hockey qui il faut qu'il nous fasse des Jeux paralympiques comme on vient de vivre pour donner envie aux gens de venir. Oui. Ça serait top. Ça serait la même chose. Mais l'équipe de France de para, ils se classent toujours très bien. Ouais. Ça, ils ont une très bonne équipe de para. Alors, quels objectifs spécifiques pour les saisons en termes de performance, les classements, ça peut être dit. C'est quoi, malgré ce que vient de nous dire le vice-président, qu'est-ce qu'il pousse derrière et l'entraîneur, il dit bon, alors c'est quoi mes objectifs quoi. Comme j'ai mentionné plus tôt, on a quand même un bon noyau de jeunes et ça, avant que ça arrive à maturité, comme on dit, il y a toujours un petit peu de temps, mais je pense que sportivement, je pense que dans 1 an ou 2, les jeunes vont être prêts à prendre la relève et ils vont être rendus un petit peu plus matures et je pense que ça va être un bon créneau pour nous de pouvoir espérer à aller chercher le titre ou finir vraiment dans le haut de tableau. Mais bon, je connais les joueurs, on l'a fait l'exploit il y a 3 ans, je veux dire, c'est ce qui est bien au hockey sur glace, c'est souvent pas l'équipe favori ou l'équipe la plus riche qui gagne. C'est ce qui est la beauté de notre sport en fait, les playoffs, c'est ce qui, je pense, ce qui fait un grand spectacle. On est allé en finale il y a 3 ans, on a manqué la montée de deux matchs quoi. Je l'ai encore sous le cœur, mais ça fait partie du sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque année, je pense qu'on a une chance. Mais en termes vraiment, je pense que d'ici 2 ans, on aura les jeunes qui seront rendus un peu plus matures. Greffé à ça, la structure et puis l'évolution du club, je pense que ça serait une belle objectif d'ici 2 ans d'atteindre la division 1, mais il faut y aller étape par étape, bien sûr. Voilà. Donc l'entraîneur, il a tout dit. Donc pour les auditeurs, on va lui poser la question. Et comment finalement on peut rejoindre le club, que ce soit pour une initiation ou intégrer une équipe compétitive. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui se disent bon, après tout, il y a la passion, il y a l'envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour rejoindre un club et participer à cette montée? Pourquoi pas? Pour toucher les jeunes, je dirais que c'est tout d'abord l'école de glace, tout ça, tous les jeunes. Je pense que c'est un sport avec beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. C'est un sport qui est un peu hors du commun aussi. On est dans une ville de rugby, tout ça, mais je pense que c'est un beau sport. C'est le sport le plus rapide, hors automobile, bien sûr, mais avec le palais, les patins et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est très plaisant. Sinon, tous les autres un peu plus vieux, comme on peut dire, ou les jeunes U20 ou tout ça. Je pense que Toulouse, il y a la ville. Je pense qu'il y a le club qui fait des grands efforts et je pense qu'on est dans la bonne direction pour qu'ils viennent joindre l'aventure. Bien sûr, de faire une montée d'ici 2-3 ans si possible. Et je pense qu'on a vraiment un groupe de jeunes toulousains qui sont très unis. On voit un esprit de famille. On peut demander à Gérard, je pense que vu d'en haut, on voit que depuis quelques années, on est vraiment une famille et je pense que ça, c'est agréable à joindre. Donc il faut venir voir l'image déjà. Absolument. Pour se rendre compte un petit peu. Donc il y a de la place encore, on peut venir vous voir, c'est encore faisable. Il reste des places, mais pas beaucoup. C'est très bien. Depuis la saison dernière, on tourne quasiment à capacité complète à chaque match. Alors la dernière grosse question, c'est important, et je la pose à tous les deux, mais vous pouvez chacun me donner votre avis. Quel conseil vous donneriez à une personne qui a envie de se lancer dans le hockey sur glace? Je veux dire, faire la démarche de dire je vais jouer, je vais me mettre au hockey sur glace, c'est une démarche. Alors quel conseil on peut donner à des gens comme ça? Ça soit alors ton
ton œil à toi, d'ancien, on va dire, et peut-être plus de l'entraîneur? Moi, j'encouragerais tous les jeunes qui ont entre 4 et 10 ans à venir tester le hockey parce que c'est un sport rapide, c'est un sport d'évite, c'est un sport qui va leur permettre de s'exprimer complètement sur la glace. Et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur des déplacements. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de patinoires, malheureusement, le petit côté négatif de notre sport, c'est que tous les week-ends, puis je pense on visite la France. C'est un peu un sport de combat aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller quand même au contact. C'est un sport de combat. Il faut prévenir les mamans quand même que... L'arbitrage a beaucoup évolué pour éviter que ce ne soit qu'un sport de combat. Il faut rassurer quand même, parce qu'on voit des choses des fois, on se dit waouh. Oui. Mais donc, comme dans beaucoup de sports, voilà. il y a beaucoup d'images qui sont assez frappantes parce qu'on montre souvent ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on a une arme redoutable, ça s'appelle la prison. D'accord. Et ça calme un petit peu les véhémences de tous les joueurs. Et alors, Eddy, le conseil que toi tu donnerais en tant qu'entraîneur, passionné d'ailleurs, et joueur, puisque voilà. Ouais, moi j'ai 2 mots qui viennent en tête, c'est vraiment émotion et famille. Voilà, si vous voulez rejoindre vraiment une famille, la famille du TBHC dans le vestiaire, que ça soit en U11, U13, U15, U20 et tout, je pense qu'on a des entraîneurs qui ont les bonnes valeurs. Et donc ça, c'est super important. Et puis voilà, de venir s'éclater, j'ai envie de dire, de s'amuser, c'est important. Et dernier petit mot, honneur aux dames, comment convaincre les jeunes femmes de rejoindre un club de hockey sur glace? C'est pas inné. C'est pas inné. Mais on en a de plus en plus. Et ce sont bien des filles, je peux vous promettre. Et non, les filles aujourd'hui, en plus elles jouent en mixité. Dans le hockey français, il y a la mixité jusqu'en senior. Donc elles peuvent jouer avec les garçons dans les équipes masculines et entre elles dans les équipes féminines. Donc ça leur offre une opportunité d'avoir plus de matchs que les garçons et 2 championnats très intéressants. Et je pense que pour elles aussi, c'est top comme sport. Un grand merci pour toutes ces informations. Bonne continuation pour l'ensemble de vos initiatives. Nous vous souhaitons un franc succès dans la poursuite de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Je vous remercie. Merci de l'invitation. Dernière petite chose, pour vous trouver, c'est vous vous appelez les Belugas, c'est bien les ça? Belugas. Et c'est beluga.fr, c'est ça? Absolument. Et pour l'école de hockey, c'est école@tbhc.fr. Et vous le dites que vous voulez dire. On fait des mois d'essai gratuits. Les enfants, ils viennent le premier mois, on prête l'équipement et c'est totalement gratuit pour eux. Un grand merci, à la prochaine. Mais je vous en prie, avec plaisir. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Olivier Dubois. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec notre invité Olivier Dubois, président du Toulouse Olympique 13. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours professionnel, notamment en tant que fondateur de la société Autobail? Donc oui, Olivier Dubois, moi je suis d'origine de Brive et effectivement j'ai créé la société Autobail. C'est une plateforme électronique où on vend des autos aux pros de l'auto, mais j'ai pas que cette société-là, j'en ai plusieurs. Et je suis rentré donc partenaire du Théo il y a maintenant 3 ans, le parrain de mon fils qui m'a dit Olivier, on a besoin, on va monter en Super League. Je savais même pas ce que c'était il y a 3 ans, le rugby à 13, j'avoue vraiment. Et puis j'ai commencé à m'intéresser de passion, de raison au départ et puis de passion par la suite. Et après j'ai eu beaucoup d'amitié avec Carlos Aldoendo. Et effectivement derrière, quand j'ai pu avoir cette opportunité avec le président sortant, avec Bernard Sarrazin, on a pu discuter, on a pu échanger et à partir de là, j'ai décidé de prendre les rênes et d'apporter en fait en toute humilité mon savoir
de chef d'entreprise, de structurer. Voilà. Je sais qu'être président d'un club de rugby ou d'un club tout court, ça demande beaucoup d'exigences. Voilà. Et j'ai souhaité amener cette exigence et amener un cadre. Donc c'est pour ça que ce club qui aujourd'hui a été créé en 1937 a connu beaucoup de gloire par le passé. Et j'ai voulu relever ce challenge, autant que ce soit financier, que ce soit sportif, de le remettre, on va dire, tout en haut de l'affiche. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots les principales différences entre le rugby à 13 et le rugby à 15, tout en soulignant la complémentarité entre ces deux sports? Alors déjà, le nombre de joueurs sur le terrain, d'accord, mais ça va au-delà de ça. Le rugby à 15, vous avez des mêlées, vous avez des rucks, vous avez les touches. À 13, il n'y a pas de ruck, on parle de tenue, voilà, et on a 5 tenues, pour aller traverser le terrain et pour marquer un essai. Ensuite, il y a pas mal de similitudes parce que je vois que le rugby à 15 a pris il y a deux règles. Il y a le 50-22 qui a été adapté au rugby à 15 et le renvoi sous les poteaux. Donc je pense qu'il y a des passerelles à avoir entre le 15 et le 13 ou le 13 et le 15, que ça soit en termes de jeu, en termes de règles et aussi je pense qu'en termes de joueurs également. Je pense qu'à l'avenir, je pense qu'on verra de plus en plus de joueurs soit qui passent de 13 à 15 ou de 15 à 13. Je pense que c'est possible. Parce qu'au niveau des points, est-ce que c'est la même chose que le rugby à 15? Alors, rugby à 13, l'essai, c'est 2 points. Voilà, et la transformation, c'est 1 point. Et alors, comment fonctionnent les compétitions de rugby à 13 tant au niveau national qu'international? Alors, au niveau national, c'est purement amateur. Voilà, on a notre équipe élite, donc notre équipe réserve qui joue au plus haut championnat de France. Donc vous avez Saint-Gaudens, Pia, Saint-Estèphe, Carca, Narbonne, Avignon. Voilà, donc vous avez ces équipes-là. Et ensuite, il y a la fédération anglaise, donc le plus haut niveau européen, la RFL, où là il y a la Super League, le Championship et la League One. Donc en 2000, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2016 exactement que le TO a décidé d'intégrer le championnat anglais après avoir gagné le championnat amateur. Et ils ont gagné la League One, on a gagné la League One, on a gagné la Championship, on est monté avec nos amis, rejoindre nos amis des Dragons catalans. Et à partir de là, maintenant on joue les premiers rôles en Championship pour remonter cette année en Super League. En fait, c'est un faux championnat d'Europe. Parce que c'est les Anglais, encore une fois. C'est encore eux qui dominent tout. Donc... On est invité à jouer chez eux, effectivement. Hein, c'est ça. Si on compare, c'est pas un tournoi des 5 nations. Absolument pas. Hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est encore eux qui cooptent tout. Il n'y a pas d'Italiens, il n'y a pas d'Espagnols. Absolument pas. À un moment donné, il y a eu le Canada pendant la période Covid. Mais avec le Covid, ils ont disparu. Ah oui. Et le Théo est resté et avec les Dragons. Les Dragons, ils y sont depuis plus d'une dizaine d'années. Et le Théo a fait qu'un passage, 1 année. Et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure par amitié. Pour Carlos Alduendo, par amitié. On a décidé, parce que je ne suis pas tout seul, je suis le président, mais on est différents associés. Et il y a, je pense à David Olivier, le président de Rempart Mutuel, qui est à mes côtés. Il y a Thierry Révelin aussi, qui est le président de Prédictalab. Donc on est 3 associés. Et derrière, il y a l'ASSO, qui est également associé. Donc effectivement, c'est un challenge qu'on a décidé de relever. Et on a structuré, j'ai mis un directoire en place, j'ai mis un conseil de surveillance, effectivement, comme aujourd'hui toutes les structures pro, et petit à petit on se professionnalise. Le président, il a son gouvernement, quoi, en fait. Oui. Et ça fonctionne. Il a son bras droit et son bras gauche et ses alliés, effectivement. Ouais. Alors, comme on le disait tout à l'heure pour le hockey, il y a 13 joueurs sur le terrain, mais combien faut-il compter de joueurs dans l'effectif? Parce que, comme on le disait, comme au hockey, c'est un sport de contact, où il y a pas mal de blessés généralement dans la saison. Aujourd'hui, on a 26 joueurs pros. On en passe énormément. On va même piocher en élite, d'accord? Parce que le but aujourd'hui, c'est de faire justement grandir ces petits jeunes, comme tout à l'heure il disait. Et dit au hockey, on a besoin de la relève, on a besoin de les former et ça prend du temps. Et il a raison, je le rejoins là-dedans. Donc on les intègre petit à petit avec nous sur les entraînements, puisque c'est pas la même masse à absorber au niveau des entraînements. Et petit à petit, voilà, on commence à les intégrer, mais effectivement, ça nécessite une bonne trentaine de joueurs. Ouais. Alors pour en revenir au club, le Toulouse Olympique 13 a une longue histoire depuis sa création, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1937. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques moments marquants de son parcours? Alors en 1937, au début, Toulouse était divisé en plusieurs équipes de quartier. Voilà. Et en fait, c'est Jean Gallia qui a créé le Théo en 1937. Ensuite, dans les années 70, comme je disais tout à l'heure, donc il y a eu, on va dire, les années glorieuses, voilà, avec Carlos Alduendo, avec De Mateos, avec Ténégal, qui ont fait gagner le Théo en popularité. Et ensuite, dans les années 2000, voilà, ils ont gagné le championnat de France. Puis après, il y a eu la structure pro qui s'est créée. Et depuis l'arrivée de Sylvain Houlès, puisqu'il est encore depuis 2013, hein, ça fait maintenant, ça fait 11 ans qu'il est là. Exactement. Il y a eu 2 championnats de France, une Coupe de France, un doublé en 2014. Voilà, donc on a fêté en plus
les 10 ans il y a 2 semaines au stade. Donc effectivement, voilà, on continue à faire perdurer cette histoire. Et alors la saison 2024 n'est pas encore terminée. Si je ne me trompe pas, vous êtes 2e au championnat. Quel bilan vous pouvez dresser pour le club ? Alors le bilan, quand je suis arrivé, j'avais dit pour objectif minimum final. Donc on avait fait finale l'année dernière, c'était primordial pour moi, on a quand même sécurisé un maximum de joueurs, on a gardé une très belle ossature, on a eu très très peu de départs, on a eu un départ. Et ensuite on a, puisque j'ai décidé j'ai un axe d'amélioration qui est la formation, et on a 4 joueurs de l'élite qui ont signé leur premier contrat pro cette année. Voilà, donc effectivement on est dans le trend, on est en demi-finale, il nous reste encore un match à jouer la semaine prochaine, voilà, contre Battelet à la maison à 18h samedi. Et ensuite, répète-le bien, comme ça les gens peuvent venir vous voir. C'est ça que tu es en train de dire. C'est samedi à 18h. Voilà, et ça se joue où ? C'est à Ernest-Vallon. Voilà, Ernest-Vallon, on fait tous nos matchs à domicile à Ernest-Vallon. Et tous les matchs sont télévisés également sur Via Occitanie. D'accord. Voilà, c'est la nouveauté que j'ai instaurée cette année. On a gagné énormément en visibilité télé, puisqu'on tourne à une moyenne de 28 000 spectateurs à la télé par match à domicile. Voilà. Et on a en moyenne un peu plus de 2000 connectés. Donc, c'est-à-dire des gens qui suivent pas à la télé, ni qui sont au stade, mais qui suivent sur téléphone et sur tablette. Voilà. Donc, on est dans le train. On a la semaine prochaine pour se préparer encore comme il faut. Et ensuite, on aura une semaine de repos et on jouera le week-end du 12 octobre la demi. Je peux pas vous dire contre qui, j'ai pas l'heure, puisque j'ai le Stade Toulousain qui joue le samedi 12. Donc, nous, on jouera soit le vendredi ou soit le dimanche. Alors, vous venez de parler justement de finale. Quels sont vos objectifs sur le plan sportif à court, voire à long terme ? À court terme, c'est intégrer la Super League, clairement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, IMG, c'est un fonds. Ils ont mis la même mise sur les 10 prochaines années, sur la Super League et la Championship, et ils ont décidé cette année de mettre un système de notation. Donc le champion n'est pas sûr de monter. Voilà. Ils ont sur 4 critères. Il y a un critère financier, un critère stade, un critère follower, donc c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, toute la boutique, tout le merchandising, bien entendu le critère sportif. Donc ça, on a une note sur 20 et il faut qu'on fasse partie des 12 meilleures équipes sur 20 pour être en Super League. Voilà. Sachez que l'année dernière, on avait une note de 12,97. Potentiellement, on était 10e au classement. Donc voilà, mon idée quand j'ai repris, c'était d'améliorer justement ces axes de communication, d'améliorer sur le plan sportif. On a fait finale l'année dernière, donc j'étais obligé de leur demander finale. Alors justement, on vient de parler des objectifs. Vous avez pris la présidence du club en novembre dernier. Quelle est votre vision d'avenir pour le Toulouse Olympique 13 ? La vision, elle est très simple. C'est 3 axes. Le premier, c'est la formation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a très peu d'infrastructures pour justement amener les jeunes au plus haut niveau. Donc effectivement, c'est d'avoir mon propre centre d'entraînement, chose qui est en train d'être fait puisque monsieur le maire et les institutions m'ont donné le gymnase d'Arnonay pour en faire un centre de muscu. Et il y avait une maison à Arnonay, il y avait une maison qui était un peu abandonnée, la maison du gardien. Donc ils ont décidé de me la donner pour en faire mes prochains bureaux. Et ensuite l'autre axe, c'est de développer la partie justement la partie de reconnaissance. Donc cette année on a instauré des entraînements délocalisés. On est parti à Saint-Gaudens, voilà, on est parti à Cahors. Donc justement pour faire connaître le rugby à 13 et pour que ça donne envie aux petits, aux jeunes de venir s'inscrire au rugby à 13 et de pouvoir petit à petit évoluer et peut-être un jour jouer en élite et puis après peut-être finir professionnel. Justement, vous avez commencé à en parler mais on va développer davantage. Le club accorde une importance particulière à la formation des jeunes talents. Comment comptez-vous développer encore plus ce secteur, notamment avec la création de l'équipe féminine cette année ? Effectivement, cette année on a créé c'est la première fois qu'on crée une équipe féminine. Donc, vous rejoignez nos amis du hockey là. Exactement, mais c'est très bien, mais je trouve qu'il faut le faire. Il faut le faire et on a. Bon, si ça marche pas du côté du rugby, soyez sympa, parlez-en aux copains en face. On fera avec plaisir. Et dans le même sens. On fera avec plaisir, mais c'est vrai qu'il y a le rugby fauteuil. Voilà, maintenant la section féminine. Aujourd'hui, on a chaque catégorie, on a des U20, on a des 18, on a des U16, on a des U14, on a l'équipe élite. Donc mon but aujourd'hui, c'est de faire progresser justement les jeunes. On a le CF, on a le centre de formation aussi quand même, il faut le souligner. Et moi, mon but, c'est effectivement que les jeunes puissent intégrer le centre de formation et que derrière puissent venir chercher du temps de jeu avec les pros. Et alors, on connaît l'importance que les infrastructures sportives sur le développement d'un club. Quels sont vos projets pour améliorer les installations du club afin de répondre aux exigences des équipes et de garantir une formation optimale ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a réussi à trouver un partenariat donc avec la mairie pour avoir un vrai centre d'entraînement sportif.
effectivement, on discute aujourd'hui avec le département et la région pour nous équiper, clairement. Et ça a vraiment... je les remercie parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'excellence et il faut, parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont quasiment rien pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il faut savoir que le Théo, équipe professionnelle, s'entraîne dans une tente. Les équipements de muscu sont dans des tentes. Il pleut dans la tente. Il y a la clim. Quand la clim est à fond, il fait -4. Donc, imaginez aujourd'hui les conditions de travail pour une équipe pro. Et effectivement, voilà, on se doit de leur amener un bel outil pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent progresser. Et alors vous avez pour ambition de promouvoir davantage le rugby à 13 en Occitanie. Quelles actions envisagez-vous pour attirer plus de spectateurs et fédérer un plus large public autour de ce sport ? Alors cette année, on a mené des actions comme le sport en partage où j'ai créé un maillot collector qui a l'effigie il porte les couleurs des 8 clubs pro de la région et j'ai remis un maillot à chaque président de club. Il y a après on fait des matchs à thème avec le sport santé, où on invite le rugby fauteuil qui vient faire un match sur le parvis. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre aussi aux jeunes que malgré l'handicap, le sport peut continuer et ça c'est vraiment très important. Et ensuite on a cette année on va dire sorti un produit entre guillemets. On a offert la gratuité. Là on a pour les étudiants. Donc tous les étudiants aujourd'hui, c'est gratuit. Ils viennent voir le match gratuitement. Et à partir de l'année prochaine, on va créer une tribune étudiante justement dédiée à cet effet, avec 1 € plus une boisson gratuite. Et derrière, ils viendront profiter à Ernest Vallon du spectacle. Et quel rôle, selon vous, les clubs de sport comme le TO13 jouent-ils dans la vie d'une ville comme Toulouse ? Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 8 clubs pro. Je pense que pour une ville comme Toulouse, c'est la seule même en France qui a autant de clubs professionnels dans une même région. Et c'est important de donner ou de créer ce sport pour tous. Donc que ça soit du rugby à 15, que ce soit du rugby à 13, que ce soit du foot, que ce soit du hockey, que ce soit du basket, du hand, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de monde aujourd'hui à Toulouse pour que tout le monde puisse en bénéficier et que tous les clubs puissent prospérer et tirer la région Occitanie vers le haut. Alors pour conclure cette interview, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans le rugby à 13 ? Moi-même, pas du rugby à 13, c'est compliqué. Mais le rugby à 13, il a une particularité par rapport au 15, c'est le temps de jeu effectif. Aujourd'hui, il faut savoir que le rugby à 15, avec tous les arrêts de jeu qui peuvent y avoir, tout ça, on joue en moyenne 40 minutes sur les 80. À 13, il y a beaucoup plus d'explosivité, il y a moins de temps de jeu, on joue 70 minutes sur les 80 minutes. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc aujourd'hui, je pense qu'un jeune aujourd'hui qui vient, il veut faire un sport pour du spectacle, aujourd'hui marquer un essai de plus de 100 mètres, ça existe au rugby à 13. À 15, on ne le verra plus. Voilà. Donc je pense que c'est important pour le rugby à 15 ou à 13 de commencer à faire ses prémices au rugby à 13 parce que ça apprend les agilités, ça permet de voir les espaces, ça permet de voir plein de choses et puis après derrière si le petit veut basculer à 15 qu'il aille basculer à 15, le rugby qu'il aille basculer au 7, qu'il aille au 7, mais d'avoir les bases à 13 je trouve ça super important. Alors pour les personnes intéressées, pour plus de renseignements on peut vous retrouver sur www.to13.com. C'est ça. Merci en tout cas Olivier d'être venu dans cette émission témoigner. Nous on est à l'écoute, on sera très content de participer d'une manière peut-être modeste à ce développement, mais voilà, sache que en tout cas tu es le bienvenu et comme on dit la formule, vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous voulez. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, on va maintenant enchaîner sur le quiz où vous allez tous les deux vous affronter le hockey sur glace face au rugby à 13. Préparez-vous, messieurs, pour ce combat. Et si on parlait de sport, la prolongation. De retour dans Et si on parle de sport pour la prolongation avec le quiz. Donc je rappelle les règles, il va y avoir des questions de hockey sur glace pour le rugby à 13 et des questions de rugby à 13 pour le hockey sur glace. C'est bon pour vous ? Alors on va débuter avec la première question de hockey sur glace pour le rugby à 13. En quelle année le Toulouse-Blagnac Hockey Club a-t-il été fondé ? 1965, 1975, 1985 ou 1995 ? Moi je dirais 1965. Non, le Toulouse-Blagnac Hockey Club, il a été fondé en 1990. Donc il n'y avait pas la bonne réponse dans les... Impeccable, merci. Hein. La patinoire a été non, mais c'est cool. Les 4... là, il y avait en fait, j'aurais choisi les 4, c'était pareil. Voilà. Alors, merci. Ça arrive souvent. Ah, merci. Non, mais là, ils veulent que je parte avec un handicap. C'est amusant parce que ça arrive souvent. Nous, on prend des questions officielles, on va sur les sites, etc. Et on s'aperçoit que les gens qui, eux, sont dans les sports en question, il y a toujours le petit bug
bug entre ce qui est écrit dans les trucs officiels et là, voilà. Nous, on avait 1965 donc, comme réponse. Mais donc, ça ne correspond pas. C'est pas le Toulouse-Blagnac. Voilà. 65, c'est le Toulouse Hockey Club. Donc j'avais raison, en fait. THC. Voilà. Donc c'est une mauvaise réponse. Non, c'est C'est une bonne réponse. Effectivement, c'est le terme qui n'est pas bon. Bon allez, on est généreux. Merci. 1-0. Allez, on va passer maintenant de l'autre côté. Là, on va voir si, sous le contrôle bien sûr d'Olivier, en quelle année justement a été fondé le Toulouse Olympique 13 ? Alors là, peut-être qu'il y aura la même interprétation. 1937, 1967, 2000 ou 2011 ? Moi, je dirais 37. Moi, je dirais A aussi. Exact. Voilà, là c'était bon. Deuxième question pour le rugby à 13. Dans quelle division évolue principalement le Toulouse Blagnac Hockey Club ? Ligue Magnus, Division 1, Division 2 ou National 3 ? Division 2. Voilà, il y en a qui ont suivi, qui ont suivi l'interview, c'est très bien. Alors on continue donc avec le Toulouse Olympique 13. Dans quelle compétition le Toulouse Olympique 13 a-t-il été promu en 2016 ? Super League, Championships, Elite 1 ou Coupe de France ? Super League, Championships, Elite 1 ou Coupe de France ? Championships. Alors c'est le terme officiel. Hein, Championship. voilà, donc Dernière question pour le rugby à 13, voir s'il y a un sans faute. Quel joueur emblématique a marqué l'histoire du Toulouse Blagnac Hockey Club dans les années 2000 ? Eddie. Pierre-Édouard Bellemare, Maxime Lacroix, Jonathan Janil ou Antoine Roussel ? Alors là, Apparemment, il y a une erreur. aucun des quatre. Aucun des quatre. Bonne réponse. Bonne réponse. alors l'information qu'on avait, c'est Jonathan Janil. Donc dans l'histoire, l'historique que j'ai repris, Jonathan Janil. Voilà. J'avais décroché du club Voilà. et c'était sur la Ligue et la TD, mais... C'est le nom qui a Non, mais été c'est donné possible. dans les archives officielles de. Non, Parce absolument. que j'ai fouiné un petit peu, tu vois, pour Jonathan Janil. Voilà. Allez, la dernière question de l'autre côté. Quel est le principal rival du Toulouse Olympique 13 dans le championnat français ? Alors, j'ai 4 réponses à vous proposer. C'est pareil, j'ai été chercher. Carcassonne, Lézignan-Sanglier, Villeneuve-13 ou Avignon ? Le principal rival. Voilà, dans vos archives, c'est ce qu'il y a décrit. C'est piège. Carcassonne, c'est piège. Lézignan-Sanglier, Villeneuve-13 ou Avignon ? Villeneuve. Bravo. Alors, c'est sur ton site, Ok. dans les archives historiques. Ok. Je voulais vérifier. simplement te dire que... On Voilà. apprend tous les jours. Bravo. Il faut Voilà. revenir à la radio. Voilà, c'était sympathique, c'est l'idée d'échanger, puis ça permet aussi d'avoir quelques retours sur l'histoire des Absolument. clubs, et puis de savoir où vous vous situez les uns les autres. C'est l'occasion comme ça, vous partagez et vous ressortez de cette émission avec ces petites histoires. Ça vous permettra de vous retrouver peut-être. à Non, mais on l'occasion, viendra ou de vous voir. Ou de vous inviter On irait réciproquement. voir. Non, mais on ira les voir, on ira voir les belugas. Eh bien, merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Merci pour votre participation. C'est la fin du match. Et tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 67e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Et on va démarrer avec un événement qui va se passer à Toulouse du 26 au 28 septembre. Handisport en fait qui va se dérouler place du Capitole à Toulouse. Et cette semaine jusqu'au 30 septembre, il est possible de suivre du cyclisme sur route avec les championnats du monde à Zurich en Suisse. Et du 26 au 29 septembre, auto, championnat du monde avec le rallye du Chili. Vendredi 27 septembre, vous pourrez suivre du rugby avec la Pro D2. Aurillac reçoit Béziers, Colomiers se déplace à Nice et Nevers affronte Montauban à domicile. En Ligue 2 pour le football, Amiens reçoit Rodez. Et enfin en handball pour la Ligue Molistar League et la 4e journée, vous retrouverez Limoges-Toulouse et Nantes-Montpellier. Du 27 au 29 septembre avec MotoGP à nouveau, Grand Prix d'Indonésie à Jakarta et le Moto Superbike, championnat du monde à Aragon en Espagne. Le samedi 28 septembre, du football avec la Ligue 1, Montpellier se déplace à Monaco et en rugby pour le top 14, Perpignan reçoit Clermont, Bayonne joue face à Montpellier et Castres se déplace à Lyon. Dimanche 29 septembre, football à nouveau avec la suite de la Ligue 1 et le TFC reçoit Lyon. Il y aura aussi du rugby top 14, Toulouse joue à domicile face à Bordeaux-Bègles. Et enfin quelques mots de football avec la Ligue des Champions où le 1er octobre vous pouvez retrouver Arsenal PSG et le 2 octobre vous pouvez retrouver Lille Real Madrid et Dynamo Zagreb Monaco. Au programme de la semaine prochaine, quand le sport inspire l'entrepreneuriat, Thomas Fantini, figure emblématique de la restauration toulousaine, a bâti un véritable empire gastronomique en s'inspirant des valeurs du sport, en particulier du rugby, ambassadeur du Canal du Midi et de Toulouse Sud de France, disciple Escoffier et vice-président du MEDEF 31. Pour le tourisme, la
l'alimentation et le sport. Il est à la tête de Maison Pergo, un groupe regroupant restaurants, traiteurs et services de restauration. Son parcours débute au Varzy, un bistrot devenu repère pour des rugbyman, et se poursuit avec la pergola de l'Ardenne, développée avec l'esprit rugby en son cœur. Pour Thomas, diriger son entreprise, c'est comme coacher une équipe de rugby. Il s'appuie sur ses collaborateurs comme sur une équipe soudée où la solidarité, la rigueur et la convivialité sont essentielles. Inspiré par l'esprit d'équipe, il a su créer des établissements où partage et simplicité règnent. Le succès est collectif et c'est dans la persévérance et les valeurs sportives qu'il trouve la force d'innover et de mener ses projets. Un entretien à retrouver dans « Et si on parlait de sport » la semaine prochaine. Et en deuxième mi-temps, c'est la rentrée et nous avons rendez-vous avec la 4e fédération sportive française qui compte 800 000 adhérents au niveau national. Et oui, nos bambins qui vont à l'école chaque année forment une fédération puissante en termes d'adhérents. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré, l'USEP, est la première base pour la révélation de nos sportifs de demain. Avec l'USEP 31, le comité départemental de Haute-Garonne de la fédération sportive scolaire de l'école publique qui regroupe 55 associations et 6 900 adhérents en 2024, nous ferons un tour d'horizon de cette fédération, de ses actions et différentes initiatives. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Olivier Dubois, Gérard Barthes de Montméjean et Eddy Martin pour votre participation dans l'émission « Et si on parlait de sport ?» C'est la 67e émission de « Et si on parlait de sport ?» Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube « Et si on parlait de sport ?» Et un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, qui est journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation, à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.